Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Au programme aujourd'hui, l'exposition Rembrandt à Prague ou encore l'histoire de Český Těšín ou Těšín, une ville scindée en deux. Do you use public transport to get around the city? Praga can give you useful tips to do it right and easy. If you're not a fan of public transport, parking tips are also included. Tout ce que vous devez savoir sur la vie à Prague dans une application. Tel est le slogan de Prager. Dans le centre d'intégration de Prague vient de sortir une nouvelle version actualisée. Cette application a pour but de renseigner les étrangers s'installant dans la capitale et de les aider à s'intégrer dans la société tchèque. Joseph Lefebvre nous en dit plus. Le centre d'intégration de Prague est une association à but non lucratif créée en 2012 par la mairie de Prague pour l'intégration des étrangers, en particulier les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne. Il existe un centre d'intégration dans chaque région de République tchèque, notamment à Brno, Plzeň ou Ostrava. Il dispense gratuitement des services aux étrangers, comme par exemple des conseils en matière sociétale ou des cours d'apprentissage du tchèque. Des séminaires éducatifs, de même que des événements culturels et communautaires, sont régulièrement organisés afin de favoriser la création de liens entre les Tchèques et les expatriés dès l'arrivée de ces derniers. Le centre d'intégration de Prague met également en relation les organisations, institutions et personnes qui ont un rôle à jouer dans cette question de l'intégration, à l'image des différents quartiers de Prague, des organisations à but non lucratif, des écoles et des étrangers eux-mêmes. En 2017, afin de faciliter son action, le centre d'intégration de Prague avait développé avec l'aide de la mairie une application nommée Prager. L'idée était de transférer du site internet de la mairie à l'application mobile toutes les informations qui pouvaient s'avérer utiles pour les étrangers arrivant dans la capitale tchèque. Michaila Nejoferova, spécialiste marketing en charge de cette application au centre d'intégration de Prague, en a dit plus à Radio Prague International au sujet de Prager. Le but de l'application est d'aider les étrangers vivant à Prague à se repérer dans la ville qui constitue un nouvel environnement pour eux. Prager contient différentes informations portant sur le logement, la sécurité sociale, l'éducation, les loisirs, les situations de crise et bien d'autres. Et c'est comme une base de données avec des contacts importants comme les organisations et les institutions dont les étrangers pourraient avoir besoin en s'installant à Prague. The foreigners will need when settling in Prague. À une époque où tout le monde utilise un smartphone, la mairie de Prague avait fait le choix de créer avec le centre d'intégration cette application afin que la capitale devienne une smart city, une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer le bien-vivre en ville. Mais en 2020, le centre d'intégration trouvait que Prager n'avait pas atteint son plein potentiel et que certaines de ses fonctionnalités restaient limitées. Récemment, une nouvelle version censée remettre l'application au goût du jour a été développée. 3 nouvelles langues sont venues s'ajouter aux 4 déjà existantes, ainsi qu'une nouvelle interface avec de nouveaux graphismes et des données actualisées au sein des différentes catégories présentes. Les différentes rubriques ont été créées en fonction des principaux problèmes que rencontrent les étrangers au début de leur installation à Prague et en République tchèque. Le logement, les questions de sécurité et l'emploi sont les 3 points les plus importants que le tchèque, car les étrangers ne le parlent pas, ce qui les limite grandement. C'est pour cette raison que le centre d'intégration de Prague propose ces services et que les informations relatives à ces problèmes sont présentes dans l'application. Je pense que toutes les rubriques de Prager sont utiles et que les étrangers en auront besoin au moment de leur installation dans la capitale s'ils prévoient d'y rester pour une longue durée. Prager ne les aidera pas à résoudre directement ces problèmes, mais leur dira qui contacter et où aller en fonction de leurs questionnements respectifs. C'est une base de données comportant des contacts et des adresses avec même une carte interactive. Desired destination right away. Des informations de base sur la République tchèque, telles que le fonctionnement du système éducatif ou du système de santé, viennent compléter les contacts et adresses. L'une des grandes nouveautés de l'application est son onglet intitulé « Vous aussi, vous pouvez nous aider ». Il invite les étrangers à s'engager bénévolement, une bonne façon de rencontrer des locaux
d'apprendre et d'améliorer son tchèque et de promouvoir la diversité. Chacun peut contribuer à sa manière à travers un grand nombre d'activités possibles. Par exemple, si un étranger est déjà intégré, il peut aider les autres fraîchement arrivés à mieux connaître la culture tchèque et le pays. Cela peut également consister à aider dans les maisons de retraite les enfants handicapés ou à effectuer des activités écologiques. Concernant les informations relatives au Covid-19, celles-ci n'ont pas encore été ajoutées sur Prager pour diverses raisons, comme l'a exprimé Mihaila Neyofelova. Nous avons commencé à travailler sur l'application au printemps dernier, à une époque où personne n'avait envisagé l'évolution de la pandémie. Nous n'avons donc pas joint d'informations concernant le coronavirus dans l'application car nous pensions que la pandémie serait derrière nous. Et nous allons peut-être les ajouter dans les catégories situations de crise ou bien soins médicaux, étant donné que la situation semble partie pour durer. Nous voulons que les informations présentées par l'application soient valables sur le long terme et vu que nous ne connaissons pas l'évolution de la situation, nous n'avons pas encore ajouté celles relatives au coronavirus. Nous espérons que le vaccin résoudra le problème. Après une année compliquée en raison de l'annulation de la plupart de ces événements, le Centre d'intégration de Prague a de grands projets pour 2021. Tout en approfondissant la coopération avec les mairies d'arrondissement de Prague pour soutenir l'intégration dans les différents quartiers de la ville, il compte lancer une campagne pour aider les Tchèques à prendre conscience de leurs préjugés envers les étrangers. Rembrandt, portrait d'un homme, tel est le nom d'une des rares expositions qui sont restées ouvertes malgré les restrictions sanitaires en vigueur en République tchèque. Si tout va bien, la Galerie nationale de Prague accueillera jusqu'au 31 janvier un nombre important d'œuvres du grand maître néerlandais du clair-obscur, la plupart venues de musées étrangers, notamment de ceux de New York, de Londres, de Vienne et de Cologne. Elles sont à voir au Palais Kinski sur la place de la ville de Prague et l'exposition rencontre évidemment un grand succès public. Son organisation a été très difficile, selon Lucia Němečková, conservatrice à la Galerie nationale de Prague. On l'écoute. En fait, nous avons eu des difficultés liées au Covid-19 dès le début de l'année, car l'exposition devait à l'origine ouvrir en avril. Nous avons donc négocié pour qu'elle soit reportée. Nous n'étions même pas sûrs qu'elle puisse avoir lieu à ce moment-là. Nous étions très heureux de pouvoir reporter l'ouverture en septembre. L'exposition a accueilli du public pendant 2 semaines, puis nous avons dû à nouveau fermer. C'était très frustrant, mais je suis tout de même reconnaissante vis-à-vis des autres musées avec lesquels nous avons collaboré, car ils ont été très compréhensifs. To make this exhibition possible even in these difficult times. Ouverte de 9h à 21h tous les jours, l'exposition Rembrandt n'échappe pas pour autant à quelques mesures sanitaires pour permettre la distanciation sociale. Et d'ailleurs, la collection permanente et les autres expositions temporaires de la Galerie nationale restent fermées. Il y a des restrictions sur le nombre de visiteurs. Les employés du musée doivent donc les compter à l'entrée. Nous sommes très heureux de rester ouverts, même si les restrictions deviennent de plus en plus dures, parce que nous présentons de nombreuses œuvres issues de prêts. C'est le seul moment et l'unique opportunité de les voir à Prague. Si d'aventure l'exposition devait quand même fermer au public, des vidéos en ligne sont déjà disponibles sur le site de la Galerie nationale. Un tour virtuel est également en préparation par les services communication. Certaines parties de l'exposition sont disponibles en ligne et les organisateurs, dont Lucia Němečková, négocient actuellement une prolongation des prêts. L'enthousiasme pour cette exposition n'a d'ailleurs pas diminué malgré le renforcement des restrictions sanitaires. Cet engouement pour Rembrandt s'explique par la modernité et l'avant-gardisme du peintre, selon Lucia Němečková. Nous avons choisi d'appeler l'exposition Rembrandt, portrait d'un homme, car il ne peignait pas des portraits de rois ou de nobles, mais ceux de personnes normales, comme vous et moi, des gens du peuple. C'était exceptionnel au XVIIe siècle et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens l'apprécient autant aujourd'hui. L'un de ses portraits, vieil homme avec un chapeau de fourrure, peint en 1630, est une œuvre de toute petite taille, mais il a peint énormément de détails, ce qui la rend très réaliste.
Mais d'un autre côté, il utilise des techniques de peinture novatrices, parfois proches des impressionnistes. Je pense qu'il est toujours une source d'inspiration pour les peintres aujourd'hui. La vie et la carrière artistique de Rembrandt sont bien évidemment expliquées tout au long de l'exposition. Cependant, des artistes contemporains du peintre et l'ayant influencé sont également mis à l'honneur. Ainsi, les visiteurs peuvent aussi observer des œuvres de Jan Lievens, avec qui Rembrandt a partagé son atelier à Leiden, aux Pays-Bas. D'autres peintres se sont inspirés du maître néerlandais. C'est le cas par exemple de Ferdinand Bol, dont l'œuvre Un astronome est présentée à la fin de l'exposition. Il est aussi possible, juste avant la sortie, de voir une reconstitution d'un atelier de peinture tel qu'aurait été celui de Rembrandt. Finalement, même si Rembrandt n'est jamais allé à Prague, ses œuvres auront pour leur part séjourné quelque temps dans la capitale tchèque. Printemps dernier, lors de la première vague de Covid-19, ils avaient fait parler d'eux en organisant des manifestations réclamant la réouverture de la frontière tchéco-polonaise. Eux, ce sont certains habitants des communes limitrophes de Český Těšín, côté tchèque, dans l'est du pays, et de Těčín, côté polonais. À l'époque, les habitants souhaitaient pouvoir rendre visite aux membres de leur famille et à leurs amis vivant de l'autre côté de la frontière, chose soudain devenue impossible en raison des mesures prises par les gouvernements des deux pays pour enrayer la propagation du coronavirus. Cet événement, a priori anecdotique, est l'occasion de se plonger dans la longue histoire commune de ces deux villes jumelles ou de cette ville scindée en deux, uniquement séparée par la rivière Olza, à Nakubishta. Kdybych se narodil před 100 léty v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. En Europe, il existe actuellement peu de villes divisées. Si jadis Berlin en a représenté l'archétype, les rares exemples qui subsistent aujourd'hui témoignent en général d'un conflit latent, toujours existant, et de l'impossibilité de trouver un dialogue commun. C'est le cas de Nicosie, à Chypre, où d'un côté on parle grec et de l'autre turc. À Mitrovica, au Kosovo, les Albanais représentent la population majoritaire, mais les Serbes restent le groupe dominant dans le nord de la ville. Sur la frontière tchéco-polonaise, la ville de Těšín est un rare contre-exemple de bonne gestion de la mémoire commune et de dialogue intercommunautaire. Même si, à la différence des cas chypriotes et kosovars, l'aspect religieux est fort heureusement absent, ce qui explique aussi sans doute en partie cette entente plus que cordiale. Autrefois, un tramway reliait la gare centrale de Český Těšín au pont de l'Amitié, Družba en tchèque, Przyjaźń en polonais, reliant ainsi les deux villes. La partie ouest de la ville s'appelle Český Těšín depuis 1920 et un tiers de la population, essentiellement ouvrière, y vivait après la Première Guerre mondiale. Côté polonais, Těšín, cette partie de la ville, a toujours été plus densément peuplée et c'est là que se trouve également la place historique. Derrière ce fameux pont de l'Amitié, on peut voir le château avec sa rotonde romane et la tour médiévale de la dynastie des Piast. C'est au Moyen-Âge qu'il faut chercher les racines des futures querelles sur l'appartenance de ce coin de Silésie aux Tchèques ou aux Polonais. La dynastie des Przemyslid est la famille princière fondatrice du royaume de Bohême. Celle des Piast l'est de même en Pologne. Ces deux grandes familles étaient alors inextricablement liées. David Pindur est historien au musée de la région de Těšín. Těšín a été pendant des siècles le siège de cette lignée des Piast. Il y avait leur château qui leur servait de résidence principale. En 1327, le prince polonais Casimir les a offerts à toute la principauté en fief au roi de Bohême Jean de Luxembourg, ce qui a été confirmé par l'accord de Trenčín en 1335.
La lignée de Tchéchine des Piastes s'éteint au XVIIe siècle et l'ensemble de la principauté en revient ainsi totalement à la couronne de Bohême. Seulement à l'époque, les Habsbourg dominent les pays tchèques. Si au XVIIIe siècle, l'impératrice Marie-Thérèse perd la majeure partie de la Silésie dans la guerre de succession d'Autriche, il lui reste toutefois une petite partie composée des régions d'Opava et de Tchéchine. Cet état de fait a eu un impact direct sur le développement de la ville et de ses environs, selon David Pindur. Leur domination sur la région a entraîné un essor économique et industriel. L'exploitation du charbon a été développée. La région a été reliée par une ligne de chemin de fer qui rayonnait dans différentes directions. Les mines, les usines métallurgiques, les fabriques, l'exploitation du bois dans les Beskides, tout cela a joué un rôle majeur dans les futures querelles autour de la région de Těšín. La situation se complique en effet après la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et la création d'une Tchécoslovaquie indépendante et d'une Pologne tout aussi autonome. L'impossibilité de trouver une solution viable a même conduit à une guerre de quelques jours entre les deux pays en 1920. Le cas de Těšín ne trouve finalement sa résolution qu'après la conférence de Spa en juillet 1920, où suite au traité de Versailles de 1919, les Alliés se retrouvent pour discuter l'application pratique du chapitre des réparations après le premier conflit mondial. La conférence établit la frontière actuelle. La ville est divisée depuis, tout comme ses environs. Jaromír Nohavica est un chansonnier tchèque très populaire dans son pays, mais aussi hors de ses frontières, comme en Russie et bien sûr en Pologne voisine. Il se sent particulièrement proche des deux cultures, car il a lui-même vécu et travaillé à Těšín. Pourtant, sa vision de la ville est plutôt pessimiste. C'est une histoire triste qui a une suite compliquée. Je ne suis pas sûr que la ville ait surmonté sa séparation ni même son jumelage actuel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette ville. C'est dur pour moi de dire ça. Je suis attaché à Těšín. Cela me fait l'effet d'un couple divorcé encore aujourd'hui. Poète et traductrice, Renata Putzlacher-Buchtova a une vision diamétralement opposée à celle de Jaromír Nohavica. Même si elle enseigne depuis des années à l'université Masaryk de Brno, au département des études polonaises, c'est à Těšín qu'elle se sent vraiment chez elle, que ce soit côté tchèque ou côté polonais. Pour moi, cette ville jumelle de Český Těšín, Tchétchine, est toujours une seule et même ville. Mes grands-parents paternels, les Putzlacher, ont déménagé côté tchèque en 1939, au moment où Těšín a de nouveau été une seule et même ville après l'occupation de la Pologne. De leur point de vue, ils n'ont pas déménagé dans un autre pays. Dans les années 60, mon père a épousé ma mère qui était polonaise. Pour moi, c'est une seule et même petite patrie. Je ne réfléchis pas du tout en termes de côté tchèque et côté polonais. C'est l'entrée de la Tchéquie et de la Pologne dans l'espace Schengen en 2008 qui a vraiment changé la donne. Depuis cet événement majeur, la frontière a quasi disparu, si l'on accepte la rivière et les panneaux indicateurs qui rappellent l'existence des deux pays limitrophes. Tchèques et Polonais peuvent aujourd'hui librement circuler de part et d'autre pour le travail, pour les loisirs, le tourisme, la culture et les relations amicales ou familiales. Si la division de la ville en 1920 a toujours été considérée comme une blessure par les locaux, depuis 2008, il n'a jamais été aussi facile de renouer avec le passé où les deux communes partageaient un même destin. On comprend ainsi mieux que le retour de la frontière physique au printemps dernier, en lien avec les mesures sanitaires décrétées pour enrayer l'épidémie de coronavirus, ait été si mal vécu par une partie de la population. C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.